comment il se comporte, comment ça se passe? Oui, c'est une garde à vue qui est en train de se dérouler depuis très tôt ce matin. D'abord, ses droits lui ont été notifiés, mais selon une source proche du dossier, c'est une garde à vue difficile. Qualifie la source du suspect, avec un dialogue qui s'établit très difficilement entre les enquêteurs et lui, notamment avec une attitude assez virulente de sa part, où il gesticule beaucoup, se roule au sol, n'hésite pas à avoir un comportement qui met en place le dialogue entre lui et les enquêteurs est bien très difficile. Il tombe de sa chaise, il a vu un psychiatre. On sait qu'il va y avoir une expertise psychiatrique qui va être diligentée. Une première partie a été réalisée, mais en tout cas, c'est un début de garde à vue, parce qu'on le sait, il part pour d'abord 24 heures qui peuvent être reconduits une seconde fois, donc 48 heures en tout. Mais en tout cas, les débuts de la garde à vue sont très laborieux entre les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon et le suspect. Comment on fait dans ces cas-là, Mathieu Vallée, quand on est face à un suspect qui s'agite, qui tombe de sa chaise, qui est incohérent, qui ne veut pas répondre, comment on fait? D'abord, dans les 48 premières heures, parce que la garde à vue sera renouvelée, c'est certain, vu qu'il s'agit d'un crime, on réunit, vous me demandiez tout à l'heure, l'ensemble des éléments qui peuvent être effacés ou disparaître durant les premières heures de l'enquête. Et c'est des moments cruciaux où on rassemble le maximum d'éléments, les perquisitions, les exploitations éventuelles de téléphone ou d'outils qu'il avait à disposition et qui peuvent lui appartenir. Et puis les enquêteurs de la police judiciaire de l'antenne d'Annecy, épaulés par leurs collègues de Lyon, sont aguerris et expérimentés face à des individus parfois très difficiles, qui se muent parfois dans leur silence, puisqu'ils ont le droit au silence. Ça fait partie de la réforme de la garde à vue en 2011, avec ce droit qui a été instauré dans notre code de procédure pénale. Et finalement, l'examen psychiatrique, c'est des policiers normalement qui amènent l'individu dans un cabinet spécialisé de psychiatrie, en tout cas par un psychiatre qui est agréé par la cour d'appel. Et après, ce qui sera nécessaire, c'est dans 48 heures l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet d'Annecy, par la désignation d'un juge d'instruction, où il y aura des actes comme des expertises qui permettent d'avoir plus de temps, plus d'éléments pour pouvoir analyser le profil de cet individu. Et effectivement, on n'est pas surpris quand vous voyez les images de l'interpellation où l'individu était très hostile, très gesticulant, qui d'une certaine manière se rebellait auprès des policiers pour pas avoir faire à leur main prise à leur interpellation. On voit bien que la garde à vue finalement n'est que la prolongation de ce que les policiers de terrain ont constaté lors de son interpellation, avec une observation de la sous-direction antiterroriste, je le rappelle, puisque pour l'instant, le mobile terroriste est évidemment écarté, mais pas complètement oublié. Donc là, on va avoir effectivement... c'est encore possible. Et c'est M. Ricard, le procureur national antiterroriste, et non pas la procureure d'Annecy, qui a droit d'évocation sur les dossiers par rapport aux éléments que la procédure lui remonte en temps réel des enquêteurs d'Annecy. Alors quand on voit qu'effectivement on peut ça peut évoluer avec le parquet national antiterroriste, est-ce que général, au cours d'une garde à vue, de la même façon, ça peut évoluer, on peut décider au bout d'un moment qu'effectivement son état n'est pas compatible avec le placement en garde à vue et qu'il faut hospitaliser cet homme-là ou reporter, etc. Ça, c'est possible encore aussi. Oui, tout à fait. La folie, il y a des simulateurs. Moi, j'ai eu des gens en garde à vue qui avaient compris en discutant par le passé que à un moment, si on simule la folie, on peut essayer d'échapper à ses responsabilités. Donc après, les examens par des spécialistes sont très importants. De même que pendant la garde à vue, comme il y a des policiers qui sont en train de faire des perquisitions, ils peuvent trouver des documents, des revendications qui laisseront à penser que l'action de cet assassin était en fait sous-tendue par des idées terroristes. Donc ça peut changer son statut aussi pendant la garde à vue. Plein de choses peuvent intervenir. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Est-ce que je peux apporter une petite précision de 10 secondes? Rapidement, parce que j'ai une invitée qui nous attend au téléphone. Pas de souci, mais je pense que ça peut être intéressant. Vous savez, beaucoup de Français n'ont pas compris, parce que c'est effectivement très technique. Rappelez-vous l'attaque de ce commissariat, de ces policiers à Cannes, dont le mobile terroriste n'avait pas été retenu. Rappelez-vous ces gendarmes qui avaient été aussi attaqués il y a quelques mois près de Nantes, pas de mobile terroriste non plus retenu. Donc on a parfois des attaques au couteau ou des attaques similaires qui peuvent faire apparaître un mobile terroriste, ou en tout cas un procédé qui est encouragé par les organisations internationales terroristes comme Daesh ou comme AQMI ou comme l'État islamique. Et en fait, finalement, ce n'est pas retenu. Et tout à l'heure, Mme Cyr Marin, la magistrate qui évoquait effectivement ce trouble à l'ordre public, ces attaques au niveau des institutions, aujourd'hui, quand on regarde la genèse des affaires dans le passé, toutes récentes, je ne parle pas des affaires il y a 10 ans comme Mohamed Merah, on voit bien qu'aujourd'hui, la jurisprudence, c'est qu'il faut vraiment un rattachement à une idéologie terroriste avec des consultations de sites de djihadistes ou en tout cas apparentés à une organisation terroriste qui permettent de déterminer un mobile terroriste. Par exemple, pour l'affaire de Samuel Paty,
sympathie. L'individu d'origine, il me semble, tchétchène, en fait, était rattaché à une organisation terroriste puisqu'il avait consulté des sites de djihadistes, il avait été en lien avec un commanditaire à l'étranger. Donc on avait une facilité, si j'ose dire, à le rattacher à un mobile terroriste. Et effectivement, oui, c'est pas forcément le donneur d'ordre. Voilà, c'est aussi l'idéologie en elle-même. Je sais qu'il a dû l'oublier, Alain Bauer, mais effectivement, le collège Hazara Torah, c'était un lundi en mars 2012. Personne n'a oublié ces enfants juifs qui ont été tués parce que juifs par Mohamed Merah, après effectivement avoir abattu 3 militaires à Montauban. Et c'était les premiers enfants, effectivement, dans le globe de l'histoire depuis Human Bomb en 90 à Neuilly-sur-Seine, où on avait des enfants tués sur notre territoire national pour un mobile terroriste. Je voudrais qu'on reste quand même sur l'affaire qui nous intéresse là, parce qu'on a des infos sur cette garde à vue et ce début de garde à vue difficile, nous disait Raphaël Maillochon à l'instant. Alors peut-être allez-vous pouvoir nous expliquer, maître Florence Roas, merci d'être avec nous, vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Dans une garde à vue comme celle-ci, on va essayer de se placer du point de vue de l'avocat de ce jeune homme qui est interrogé en ce moment. Quel est le rôle de l'avocat quand le client est effectivement manifestement assez agité, ou que en tout cas ce début d'interrogatoire est effectivement laborieux, comme nous disait Raphaël tout à l'heure? Eh bien, le rôle de l'avocat, c'est de temporiser, de calmer notre client, de lui expliquer que ce qui va se passer, il y a aussi un rôle pédagogique. Le rôle de l'avocat, c'est on a un entretien pendant 30 minutes avec notre client, et puis ensuite on va l'assister dans le cadre des auditions. Et d'abord, c'est d'essayer de comprendre aussi, de parler, de le connaître, de savoir ce qui s'est passé, de savoir pourquoi, et puis essayer de le calmer, de temporiser, et puis aussi d'essayer de savoir si en amont d'une expertise, en amont de la consultation auprès d'un médecin qui va l'examiner, si cet homme son état est compatible avec la garde à vue de façon générale, et si par ailleurs il montre des signes qui laissent penser qu'il est un peu dérangé ou pas, parce que dans le cadre de la garde à vue, il va y avoir une première expertise psychiatrique et qui va déterminer si cet homme a été en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a agi, et notamment, vous savez, au regard des fameuses dispositions de l'article 122-1 du Code pénal, c'est-à-dire, y a-t-il eu, en l'état des constatations assez brèves, assez succinctes que l'expert psychiatre va faire, y a-t-il eu altération ou abolition du discernement, auquel cas il pourrait sortir dans un premier temps la garde à vue pourrait être suspendue et il pourrait être, le cas échéant, hospitalisé en attendant qu'on en sache un peu plus. Voilà. Et s'agissant des victimes, maître Roas, alors évidemment pour le moment, les parents de ces petites victimes sont certainement au chevet de leurs enfants et ont autre chose à penser, bien entendu. On rappelle qu'il y en a au moins 2 qui sont dans un état très grave et qui sont entre la vie et la mort. Donc c'est évidemment, tout cela est dramatique. Quand on est dans l'entourage comme ça, ou qu'on est soi-même proche de victimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon, mais on est beaucoup de Français à être assez éloignés de la justice finalement, ce qui est d'ailleurs un autre sujet, mais on ne va pas en parler ici. Il faut se rapprocher d'un avocat, il faut se faire assister, se faire aider. Comment, quel délai, comment ça se passe? Allô? Vous m'entendez ou pas? Oui, là ça va mieux, mais je sais pas, c'était pas très clair. Non, je vous demandais du côté des victimes, une fois qu'évidemment elles ont été prises en charge médicalement, qu'elles sont sorties d'affaires, etc. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces victimes, ou les parents de ces petites victimes-là en l'occurrence, se rapprocher très vite de la justice? Oui, bien entendu, elles vont être représentées par un avocat, j'imagine, une information judiciaire de toute façon est déjà ouverte pour tentative d'assassinat, en tout cas pour l'instant. On ne sait pas où va mener l'enquête, ce qui va ressortir finalement des premières investigations. Et donc, est-ce que le chef d'ouverture d'information va évoluer ou pas? Et par la suite, bien entendu, elles vont être entendues assez rapidement par le juge d'instruction en leur qualité de partie civile, les représentants légaux, en tout cas, des petits enfants. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Eh bien, déjà, on leur souhaite un bon rétablissement et qu'ils sortent d'affaires, déjà. Et je pense que si l'avocat est à leur côté d'ores et déjà, j'imagine que non, ils ont d'autres préoccupations en ce moment, mais par la suite, c'est de les accompagner, leur faire comprendre la procédure et du point de vue de la partie civile aussi, d'avoir un rôle didactique, pédagogique, aussi de soutien, de compréhension de cette espèce de mastodonte qui est la justice. Parce que ça, mais oui, ça peut être très impressionnant, effectivement, vous avez raison.